18h38, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Thibaut de Montbrial. Bonsoir Thibaut de Montbrial, Bonsoir. président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. On va évoquer évidemment le climat qui règne dans notre pays, le nombre d'actes antisémites qui est en augmentation exponentielle, comme l'a rappelé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ce matin sur les antennes d'Europe 1 et de CNews. Et puis la remise en cause de la réalité de ces chiffres, notamment par l'imam de la Grande Mosquée de Paris, Abdelali Mamoun. Il a, depuis la Grande Mosquée de Paris, rectifié un certain nombre des propos de cet imam. Qu'est-ce que cela recouvre comme réalité selon vous ? Il faut remettre les propos qui ont été tenus ce matin dans la perspective des propos écrits et oraux qui sont régulièrement tenus à la Grande Mosquée de Paris depuis un certain nombre d'années. En réalité, la Grande Mosquée de Paris est depuis longtemps dans une grande ambiguïté sur la question islamiste. Je me souviens qu'en 2021, il y avait eu ici même sur votre antenne une interview assez rude de son grand recteur par Jean-Pierre Elkabbach qui avait souligné qu'il y avait un projet d'instruction des jeunes imams et des jeunes musulmans en lien entre la Grande Mosquée et l'école des frères musulmans à Château-Chinon. Donc il y avait déjà une première porosité organisationnelle entre les frères musulmans et la Grande Mosquée de Paris. Depuis, ce ne sont à chaque fois qu'il y a des attentats et des situations de tension qui augmentent et augmentent et augmentent encore sur notre territoire, on en parle régulièrement, eh bien, à chaque fois, on est dans l'ambiguïté. Il n'y a jamais de condamnation franche. L'été dernier, il y avait eu un tweet un peu lunaire du grand recteur de la Grande Mosquée qui avait dit que son compte avait été piraté. Bon, on ne saura jamais le fin mot de l'histoire. En tout cas, il a été piraté quelque fois. Et là, depuis le 7 octobre et l'agression inimaginable du Hamas contre les civils israéliens, eh bien jamais une condamnation franche, une condamnation, je cite, de toutes les violences, avec un relativisme et un égalitarisme, pour finir par, je le fais dans l'ordre parce que c'est intéressant, hier, les propos du grand recteur à la sortie de la réunion entre les représentants des cultes et le président de la République pour dire qu'il serait allé à la manifestation contre l'antisémitisme si ça avait été aussi une marche contre tous les racismes et contre l'islamophobie. Soit dit en passant, l'islamophobie n'est pas un racisme. Enfin bon, on ne va même pas rentrer dans cette problématique sémantique qui est un piège sémantique où précisément les frères musulmans veulent nous emmener, donc ce qui nous rapproche au point précédent. Et ce matin, eh bien, ce représentant de la Grande Mosquée, qui, devant une de vos consoeurs, tient des propos tout simplement lunaires, parce qu'il donne un peu l'impression... Il demande des preuves. Il demande des preuves sur les chiffres, qui sont quand même... les chiffres, vous les avez cités, mais... On va les redonner, si vous voulez. Je voudrais donner 1762 faits antisémites, 564 actes antichrétiens et 131 actes anti-musulmans. Louis Dragunel, mettons-les en pourcentage. Alors. Les actes de discrimination en pourcentage, 72% des actes de discrimination en France sont commis contre des juifs en 2023, qui représentent à peu près 0,5% de la population. 72%, 0,5%. 23% contre les chrétiens, qui représentent, c'est très difficile à dire, parce que est-ce qu'on parle des chrétiens pratiquants ou juste culturels, mais à peu près 60% de la population. Et 5% contre les musulmans, qui représentent à peu près, là aussi c'est difficile à dire, mais 10 à 12% de la population. Donc on est dans des statistiques relatives absolument phénoménales. C'est-à-dire que l'antisémitisme écrase tout, et en particulier depuis le 7 octobre, alors qu'on aurait pu penser... Et les actes antichrétiens, 4 fois plus supérieurs aux actes anti-musulmans, et on est d'accord, mais là le focus, vous êtes complètement d'accord, mais là le focus là, c'est on aurait pu penser qu'après l'horreur subie par Israël le 7 octobre, il y allait avoir un peu de compassion, mais en fait ça a ouvert la boîte de Pandore, révéler l'ampleur des fractures françaises et déchaîner les passions antisémites. Et le négationnisme qui est à l'œuvre, il a été à l'œuvre dès le 7 octobre, il est à l'œuvre encore aujourd'hui. Notamment, on sait que les députés français sont en train de visionner le film des massacres du 7 octobre. C'est indispensable, en fait, d'avoir à montrer ces images à la représentation nationale, aux journalistes, peut-être un jour au grand public, qui sait, pour prouver ce qui s'est passé. Il faut se souvenir d'une chose. Thibaut de Montbrial. C'est que ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre, c'était théorisé, ça s'appelle une razzia. Qu'est-ce que c'est qu'une razzia ? C'est prévu dans la charia. Ça consiste à aller en territoire ennemi, à piller, violer, tuer et ramener du butin en hommes ou en biens. Les hommes sont les otages, les hommes ou les femmes d'ailleurs. Et ensuite, on se replie en terre d'islam
Et lorsque l'ennemi vient se venger, ça ouvre le droit, il faut quand même le rappeler, au djihad défensif. Et le djihad défensif est une obligation du musulman. C'est-à-dire que c'est un système redoutablement pervers qui consiste à aller commettre des abominations. Et lorsque on subit la contre-attaque, on a un droit divin à se défendre au niveau mondial, soit dit en passant. Tout ça est quand même extrêmement préoccupant. Donc, ce qu'a fait le Hamas, c'est qu'il est allé massacrer des civils et il est retourné se cacher derrière ses propres civils. Ce que nous savions dès le début, c'est que nous allions avoir, et c'était les faire chercher par le Hamas, des images terribles de l'action israélienne de représailles contre Gaza. Et que nous allions avoir des images de bombardement qui allaient inonder la terre entière et que petit à petit, par un effet masse et par une répétition quotidienne, ces images allaient avec la force de leur utilisation, y compris par la propagande, prendre le dessus sur ce qui s'était passé dans la mémoire commune le 7 octobre. Donc malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est extrêmement éprouvant de voir de telles images, mais malheureusement, je pense que les Israéliens ont raison de montrer à tous les relais d'opinion, journalistes et politiques, la réalité de ce qui s'est passé le 7 octobre dernier en Israël. Quelles leçons en tirer? Après, je vous passerai la parole à Alex Gravel et Louis Noragnel, Thibault Montbrial, sur ce qui peut se passer dans notre pays. Est-ce que nous sommes sur un niveau d'alerte terroriste extrêmement important? Est-ce que vous redoutez des attentats? On a commémoré le 13 novembre les attentats de Paris, les tristes attentats de Paris. Est-ce que vous redoutez une nouvelle salve d'attentats? Oui, mais avant de vous expliquer pourquoi, je voudrais vous dire moi une chose qui m'a beaucoup marqué dimanche. Allez-y. J'étais à la marche contre l'antisémitisme. Et j'ai d'ailleurs tweeté après mon état d'esprit qui est de dire qu'il faut le faire, mais qu'en réalité, le moment des marches et des commémorations, il y a un moment où ça suffit. Ça fait 8 ans qu'on marche, qu'on allume des bougies, qu'on met des fleurs. Il faut commémorer les victimes et accompagner ceux qui sont soumis à l'antisémitisme. Mais à un moment donné, il faut une réaction en profondeur. À cette marche, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que c'était une partie de la France. Ceux qui l'avaient organisé se sont autosatisfaits le lendemain de sa réussite. D'abord, c'est une réussite relative. 182 000 personnes à l'échelle de la France. On a connu des causes plus discutables qui rassemblaient plus de monde. Mais pour en revenir au cortège, moi j'étais très impressionné, au mauvais sens du terme, par le fait qu'il n'y avait quasiment personne de moins de 50 ans issu des minorités et quasiment aucun représentant du culte musulman. On devrait entendre depuis 8 ans hurler nos compatriotes musulmans le pas en mon nom. On l'attend désespérément. Il existe à titre individuel. Mais où sont les artistes musulmans qui sont suivis par la jeunesse musulmane? Où sont les sportifs? Où est la moitié de l'équipe de France? Le petit ange, manifestement, il n'est pas juif. Donc là, c'est quand même extrêmement impressionnant de voir en réalité, après cette manifestation, la profondeur des fractures en France. Alors maintenant, ça nous amène à la question de la violence. Est-ce que l'ampleur de cette fracture peut amener à une vague de violence? Mais vous savez, malheureusement, la violence commence toujours par les mots. Ensuite, il y a les imprécations et puis malheureusement, ensuite, il y a les actes. On a déjà des actes, n'en déplaise à l'imam qui s'est exprimé ce matin, il y a déjà de très nombreux actes antisémites commis depuis le 7 octobre et nous montons inexorablement vers un retour, forcément, c'est inscrit, de la violence terroriste qui en plus, parce que à la problématique de la projection de ce qui se passe au Proche-Orient, s'ajoute le climat de toute façon délétère depuis longtemps, le fait qu'un certain nombre, et la majorité aujourd'hui, des gens qui sont partis combattre au djihad en Irak et en Syrie sont sortis de prison, que quasiment aucun d'entre eux, et je dis pas aucun d'entre eux, parce qu'il faut toujours laisser sa chance statistique à un ou deux, mais on va dire quasiment aucun d'entre eux ne se sont déradicalisés. Moi, j'aime pas le mot parce que c'est une réalité qui existe peu, et que donc tous les clignotants sont au rouge écarlate. C'est d'ailleurs pourquoi le gouvernement a mis la posture attentat imminent, qui est une posture à la fois politique, pour pouvoir dire qu'on aura vu l'acte arriver, et en même temps un petit peu de protection. Mais il ne faut pas se leurrer, les prochaines semaines vont être très difficiles. Louis Dragnel, une question à Thibault Montbrial. Oui, ce qui a semé le trouble particulièrement dans les propos de l'imam de la Grande Mosquée de Paris ce matin, c'est que la Grande Mosquée de Paris est réputée comme tenant de l'islam modéré. Est-ce que vous, avec les canaux dont vous disposez, vous avez des remontées sur ce que pensent les musulmans en France, les musulmans modérés, de la situation ? C'est une très très bonne question et c'est important de rappeler que d'une part, l'islam n'étant pas organisé
comme d'autres religions, il n'y a pas de clergé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de représentant naturel qui ait vocation à parler avec une autorité, une représentativité au nom des musulmans de notre pays. De fait, l'islam de France est très divers. Vous avez une concurrence entre les islams des 3 pays du Maghreb. Vous avez une surreprésentation par rapport à la population d'origine de l'islam turc, qui est très agissant en sous-main. Et vous avez la masse de nos compatriotes ou des Français ou des étrangers qui vivent en France et qui sont musulmans, dont heureusement une partie importante n'est pas entraînée dans cette logique de violence et de rupture. Il faut rappeler que la majorité de nos compatriotes musulmans n'attendent qu'une chose, c'est de vivre tranquillement dans notre pays. Mais, et il y a un mais, moi ce que je regrette, c'est que c'est cette catégorie de compatriotes en particulier qu'on n'entende pas. Moi ce que je pense, c'est qu'ils ont peur. Qu'ils ont peur parce que... Des représailles de leur propre communauté. Bien sûr, parce qu'il existe une pression terrible au sein des communautés envers ceux qui sont traités d'arabes de service parce qu'ils veulent s'intégrer dans la société française, rejoindre l'administration, rejoindre la politique. J'ai vu il n'y a pas longtemps un ami, qui est un vrai ami, qui est engagé en politique et qui est origine d'un des pays du Maghreb, et il m'a dit qu'il y avait une pression terrible dans la rue quand les gens le reconnaissaient, qu'il était encouragé par certains, mais que beaucoup... lui reprochait son engagement républicain et pour la France. Et je pense que c'est au nom de ces Français musulmans qui souhaitent faire appartenir à notre communauté nationale et vivre leur foi dans le domaine privé, ce qui est leur droit, ce qui est non seulement leur droit, mais ce que la loi protège. Et la France doit protéger ces gens-là. C'est au nom de cette majorité malheureusement silencieuse qu'il ne faut absolument rien lâcher dans ce combat. Et j'ajoute quand même que plus on descend dans les classes d'âge, plus il y a une ambiguïté et plus on s'éloigne de cette volonté d'intégration au sein de la nation française. Les sondages dont on parle régulièrement sur votre antenne montrent que notamment chez les moins de 25 ans et plus encore chez les lycéens se déclarant de culture ou de religion musulmane, on est assez largement au-dessus de 50% de gens qui privilégient la charia à la loi de la République. Thibault de Montbrial est l'invité de CNews et Europe 1. Une question d'Éric Revel. Oui, Thibault de Montbrial, je voudrais vous parler un peu de diplomatie. Oui. La diplomatie française au Proche-Orient godille, passez-moi l'expression, entre les déclarations contradictoires du président de la République. Vous avez décrit ce qu'était le Hamas à plusieurs reprises, et en face, on a une armée constituée. On a évidemment des Palestiniens qui sont sous les bombes, des gens qui souffrent, des gens qui meurent et qui sont pris en otage, évidemment, par le Hamas. Ma question est la suivante. Est-ce que, dans les dernières déclarations auxquelles on a assisté du président de la République, demander un cessez-le-feu entre une armée régulière et un groupe terroriste est le mot adéquat? Alors d'abord, vous l'avez dit, mais c'est très important de s'y arrêter une seconde. Bien malin, qui est capable aujourd'hui de comprendre quelle est la politique étrangère de la France sur la question du Proche-Orient. Vous avez vu cette note d'ambassadeur du Proche-Orient en exercice qui critique, Quai d'Orsay, feutré, mais qui critique très exactement ce que vous venez de dire. Absolument, et j'ajoute même qu'on est incapable de la définir, mais on est même incapable de comprendre, de deviner ce que pense vraiment le président de la République. Aujourd'hui, moi, j'en suis totalement incapable, et je trouve ça grave, parce que il est la parole de la France. Il dit suffisamment que ses prises de parole, les mots qu'il aime employer sont importants, mais là, ils sont très contradictoires. Donc maintenant, pour répondre à votre question, d'abord, oui, ce qui se passe à Gaza est un drame pour les civils qui subissent la violence qui s'y déroule. Mais d'abord, il faut rappeler, à chaque fois, il n'y a pas de relativisme. Il y a d'abord, à la base, un acte de terreur commis par une organisation terroriste dont la charte vise à détruire Israël et à tuer les Juifs. En face, il y a une action militaire menée par une armée régulière qui a prévenu et qui a laissé le temps, régulièrement depuis le 7 octobre, qui laisse des moments avec des tractages pour demander à la population de partir. Pourquoi refuser le cessez-le-feu aujourd'hui? Comme d'ailleurs c'est la position de Olaf Scholz, le chancelier allemand. Parce qu'on sait
qu'aujourd'hui, le cessez-le-feu serait utilisé par le Hamas pour se reconstituer. Pour se réapprovisionner. Le Hamas détourne toute l'aide qui est transférée. Thibault de Montbrial, j'aimerais juste qu'on écoute la réaction de David Guiraud, député de la France Insoumise, qui ce week-end en Tunisie disait les bébés brûlés dans les fours, c'est Israël qui l'a fait, les décapitations, c'est Israël qui l'a fait. Il a visionné les 45 minutes d'horreur qu'ont fait le Hamas. On va juste écouter sa réaction à la sortie de ces images. Écoutez. Les images que j'ai vues, sont des violences extrêmes. Comme je vous avais dit, j'avais souhaité le faire pour 2 raisons. D'abord pour partager un moment de peine, de douleur, de deuil, avec des collègues qui ont été meurtris par les crimes de guerre du Hamas le 7 octobre. Deuxièmement, dans une conférence récente, j'ai donné l'impression de traiter tout cela avec légèreté. Donc je me suis venu m'assurer que je ne referai pas cette erreur. Je suis, vous le savez, dans cette assemblée, l'un des plus féroces critiques de l'État israélien, l'un des plus farouches défenseurs du droit des Palestiniens à vivre libre et digne. Dans ce combat-là, ça fait plusieurs semaines que je vois des images très difficiles du nettoyage ethnique à Gaza, mais malgré la peine, la douleur qui me secoue tous les jours, je crois que j'oublierai jamais de respecter tous les morts. Voilà, le mea culpa en demi-teinte de David Guiraud qui parle de crimes de guerre, hein, toujours pas de terrorisme. Je découvre ces images et on a affaire à quelqu'un qui maîtrise très bien la langue française, qui est très habile et qui est dans c'est l'exercice typique de la fausse contrition, parce que il parle. Il y a une émotion qui est sincère, hein, enfin, on la sent, mais il n'oublie pas la politique, puisqu'il y a 2 expressions que je retiens, je découvre ces images en direct. À l'instant, ça vient de se dérouler. La première, c'est qu'il parle de crimes de guerre, c'est-à-dire qu'il est dans la relativisation des actes commis par les uns et par les autres. Et puis, il a parlé de nettoyage ethnique à Gaza. Et on l'entend à peine, mais c'est absolument... Ce que vous contestez. Mais non, mais c'est objectivement contestable, puisqu'encore une fois, on sait qu'à Gaza, le Hamas se cache, c'est de notoriété publique. Même l'Union européenne l'a condamné il y a 2 jours. Je ne sais pas si vous avez vu, ça a été assez peu repris. Bizarrement assez peu repris. Bizarrement assez peu repris. L'Union européenne, qu'on peut difficilement accuser d'être un repère de séisme de l'extrême droite israélienne, eh bien, a dénoncé la façon dont le Hamas se cachait derrière les civils. Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, dit ce que fait le Hamas en utilisant des hôpitaux et des écoles viole le droit international. Mais ça, c'est bien. Voilà. Mais il faut dire les choses. Et une fois qu'on a dit ça, il faut être tout à fait clair. Ça n'excuse en rien les errances d'une partie de la classe politique israélienne qui, comme me disent moi mes amis israéliens, le temps de la politique viendra après. Donc de soutenir la façon dont Israël se défend face à l'abomination islamiste qui est du 7 octobre, ça ne veut en aucun cas prendre la paternité et soutenir l'ensemble de ce que les Israéliens ont fait politiquement depuis des années. Ce sont 2 questions qui sont différentes et il faut toujours faire bien attention quand on s'exprime sur ce sujet. Mais là, la France Insoumise parle à ses électeurs. Absolument. Merci beaucoup Thibault de Montbrial d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci Louis de Ragnel. Merci Laurent. Éric Revel, dans un instant sur Europe 1, vous retrouvez Hélène Zélani pour l'information. Elliott Deval pour Face à l'info ce soir avec ses débatteurs.